Merci, professeur Denis, d'être avec nous pour cette table ronde. Donc, vous serez le grand témoin de cette table ronde. Grand témoin en votre qualité, bien sûr, de médecin, de clinicien, mais aussi en tant que professeur, vous allez nous en parler, également aussi en tant qu'entrepreneur. On l'a vu pendant quelques secondes sur cette vidéo où vous avez ce regard d'entrepreneur à mettre en place des solutions très concrètes. Et donc, vous allez pouvoir, donc, dans cet exercice, partager votre point de vue, si vous n'êtes pas d'accord, de pouvoir aussi le dire. Et donc, pour reparler de ces grandes tendances, donc c'est le deuxième temps fort que nous allons commencer avec vous. Nous avons donc la chance d'avoir Marie-Laure Saillard. Vous êtes donc la vice-présidente du LET, donc les entreprises de télémédecine, et également CEO de MedDoctor, impliquée dans ce domaine de la télésanté depuis longtemps. Nous avons également Philippe Emery, vous êtes le président d'Abbott France et on va beaucoup parler de vous notamment, et on a beaucoup parlé de vous dans le cadre du CES, on va le voir dans cette table ronde. Et puis également Damien Mouvroux, tu es donc notre directeur du conseil e-santé chez Interaction Healthcare. Tu suis au quotidien ces tendances et on va donc pouvoir en parler dans les secondes à venir, puisque nous allons, Vassigna, parler d'une thématique importante qu'on a depuis 6 ans, lorsqu'on a lancé cette conférence. C'est les tendances du CES de Las Vegas. Vous savez, ce grand rendez-vous annuel de début d'année. Nous parlons de technologie, où le secteur de la santé est de plus en plus présent. Je crois que ça a été une des grandes stars de cette année. Et vous aviez donc, avec TIC Pharma, envoyé donc une équipe. Léo Caravagna en pilotait, donc on a pu le suivre chaque jour pendant cette semaine du CES. Alors, Vassigna, vous avez une lourde tâche, en 4 minutes, top chrono, de nous dire les grandes tendances. Et ensuite, vous aurez, Damien, un droit de réponse, si vous êtes d'accord ou pas sur les grandes tendances proposées par Vassigna. Alors, je vais déjà vous décevoir, Jérôme, parce que moi, j'ai une question pour le professeur Denis. C'est vrai. C'est notre grand témoin et forcément, j'ai envie de commencer par ça. Professeur Denis, bonjour et merci. Vous êtes à l'origine de la première application mobile prise en charge dans le droit commun. Et la question qu'on se pose tous et qui peut inspirer les acteurs de santé qui nous écoutent, c'est est-ce que ça a été un parcours du combattant? Est-ce que vous avez parfois été découragé? Concrètement, quelle est la recette? Merci pour la question et pour cette invitation. Oui, c'est plus qu'un parcours du combattant, ça a été le parcours de la découverte, puisque c'était finalement la première fois qu'une idée pouvait se transformer en remboursement sans aucun guide méthodologique dans le cadre du développement comme de la recherche clinique. Parce que la recherche clinique, c'est les médicaments. Enfin, c'était les médicaments à l'époque et beaucoup moins les dispositifs médicaux connectés. Donc oui, ça a été très long. Difficile, ça a mis 7-8 ans, suffisamment de temps pour que finalement une solution puisse potentiellement devenir obsolète au moment où la preuve clinique est faite, ce qui est un souci. Et il a fallu passer par une réflexion proche du médicament. C'est-à-dire, un médicament, pour être prouvé dans son efficacité, doit passer des phases de développement clinique, phase 1, phase 2, phase 3. Là, on a recréé les phases pour valider, créer des algorithmes. Là, il s'agissait de détecter des récidives de cancer, valider sur une première cohorte de patients ces algorithmes et puis ensuite se lancer dans l'étude randomisée, donc la grande étude avec tirage au sort. Et en plus, c'est vrai qu'on a eu l'ambition de se dire, vu les résultats précliniques, on va carrément évaluer d'emblée la survie, comme on fait en cancérologie. Moi, en même temps, je suis cancérologue, donc je fais que de l'évaluation de survie avec les traitements. Et donc, on s'est dit, la preuve, ça doit être sur la survie globale. Et donc, on a montré que ce type d'approche par télésurveillance basée sur les symptômes que rapportent les patients au travers d'applications, améliorait la survie. Donc, effectivement, on a tout créé en 8 ans, là où maintenant, il faudrait 1 an et demi ou 2 ans. Très bien. Merci. Peut-être nous donner aussi un premier retour par rapport à, je parlais de votre expérience en tant qu'entrepreneur, au niveau de Malo, que vous avez lancé il y a peu de temps, je crois, pour nous donner un peu l'historique et l'objectif de ce dispositif. Alors, effectivement, les travaux que l'on conduit avec la start-up Kelindi, c'est de mettre à disposition, là pour le coup, des parents et de leurs enfants, des outils basés sur la même réflexion que les travaux qu'on avait fait initialement en cancérologie, c'est-à-dire de l'auto-évaluation de symptômes ou d'aspects cliniques par les parents ou les patients eux-mêmes. Et donc l'enjeu, c'est de faire un outil qui permet de suivre la croissance et le développement des enfants et, le cas échéant, de détecter des anomalies du développement comme
des troubles visuels, auditifs, même des troubles du spectre autistique, etc. Et donc, là où on a mis 8 ans initialement pour faire le premier outil, là, finalement, on a mis un peu moins, pratiquement 2 ans, et on va d'ailleurs publier les premiers résultats cliniques prochainement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque fois que l'on implique des parents ou des patients dans ce type d'outils d'auto-évaluation, la preuve arrive rapidement. Et là, on est en train de montrer qu'on a gagné 5 années sur le repérage de ces troubles du développement en impliquant les parents. Alors en même temps, il y avait une donnée intéressante, c'est qu'on sait d'ores et déjà que ce sont les parents qui détectent déjà eux-mêmes les problèmes. 2 fois sur 3, les troubles du développement sont repérés par les parents eux-mêmes. Donc il fallait leur mettre un outil pour être encore plus performants, tout en leur donnant des conseils pour le bien grandir, etc. Et normalement, on va faire passer cet âge de repérage de 6 ans et demi. On détecte qu'à 6 ans et demi les troubles du développement en France et dans le monde. Et là, on arrive à 11 mois. Donc évidemment, le gain est assez majeur. Donc on se rend compte maintenant que la preuve clinique, et là la preuve elle est basée sur une étude à 6000 utilisateurs, 6000 parents et enfants, eh bien la preuve clinique doit toujours être accolée au développement technologique. Et effectivement, maintenant on sait que la méthodologie pour conduire de la réflexion au niveau de preuve, eh bien, ça doit passer par des études, mais pas forcément des études randomisées, parce que c'est très long, les études randomisées, c'est coûteux. L'enjeu maintenant, c'est de recréer des nouvelles recommandations pour faire des études en vie réelle qui sont beaucoup plus rapides et qui empêchent l'obsolescence de la technologie. Très bien. Donc, Fabrice, n'hésitez pas donc à prendre la parole sur les différentes interventions qui vont avoir lieu en votre qualité donc de grand témoin. Alors, Vassigna, sur Cette fois, on va parler du CES. Je sais que c'est le sujet de ce début d'année. C'est ça ? 4 minutes 30, allez. Vous avez 30 secondes. On a tenu le timing depuis ce matin. Très aimable. Alors, donc effectivement, vous l'avez rappelé, la rédaction de TIC Pharma et d'APM News a dépêché un envoyé spécial à Las Vegas. C'était mon collègue Léo Caravagna, que vous avez pu suivre pendant toute la durée du salon. Et si vous lisez TIC Pharma, et je sais qu'on est entre gens de bon goût, vous n'avez rien raté du salon. Donc sa conclusion était quand même assez claire. Les industriels de santé ont globalement déserté le CES. Les startups d'e-santé étaient-elles au rendez-vous? Alors du côté des industriels, on en citera tout de même 2, et pas des moindres. On va commencer par Dassault Systèmes, qui était évidemment au rendez-vous du CES. On a pu découvrir les dernières évolutions liées à sa grande innovation, le jumeau numérique du corps humain, dont on a parlé d'ailleurs lors de l'édition 2021 de notre événement. Autre industriel et pas des moindres, et on va avoir largement le temps de revenir sur sa présence au CES, Abbott. Donc son PDG, Robert Ford, a animé une keynote le 6 janvier, une première pour la société qui a remporté par ailleurs 4 Innovation Awards. J'aimerais quand même vous citer les 4 prix. Ça démontre aussi que le panel de produits pour lesquels Abbott a été récompensé était quand même assez large. Donc les prix sont revenus à son test portatif rapide pour la détection des traumatismes crâniens, le ISTAT TBI Plasma, pour son autotest Binax Now Covid-19, pour son logiciel d'imagerie Ultréon 1.0 et enfin, et donc vous allez le voir à l'image à l'écran, pour son système de mesure de la glycémie en continu Freestyle Libre 3 qui était très attendu et dont la nouvelle mouture propose un dispositif de plus en plus discret. Alors, toujours parmi les habitués du salon, on avait le français Wissings, qui a décroché 3 prix et qui est venu présenter sa station de santé connectée Bodyscan pour rapidement... Alors voilà, vous voyez à l'écran, vous l'avez vu, Abbott. Donc là, Wissings, la Bodyscan, vous la voyez. Il s'agit d'une station de santé connectée qui permet une analyse de la composition corporelle par segmentation de l'activité nerveuse au niveau des pieds et une analyse de la santé cardiovasculaire. Alors ensuite, on peut également citer la start-up grenobloise Graphil, qui a également glané un prix pour son test NPass. C'est un test nasal peu profond du Covid-19. Alors l'actualité forcément nous amène à en discuter. C'est un test connecté. Il était le produit star de la start-up à Las Vegas qui entend apporter une réponse à la crise sanitaire. Alors, maintenant qu'on a fait le tour un peu des sociétés sur lesquelles on voulait, nous, mettre un coup de projecteur, on va parler des tendances qu'on a pu voir émerger ou se confirmer pendant ce CES. La première, peut-être d'entre elles, la mesure de constante par caméra. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Le maintien à domicile et la chirurgie augmentée. Alors, pour la mesure de constante, Léo a pu s'entretenir avec 2 jeunes pousses tricolores qui proposent des solutions déjà très abouties et assez similaires. La start-up Messine e-Virtual et la parisienne Quantique. Alors, concrètement, qui est basée ici à Paris. Exactement, qui est à Paris Santé Campus. Absolument.
Et donc les paramètres physiologiques, concrètement, sont mesurés à partir d'un selfie vidéo d'une dizaine de secondes, de quelques dizaines de secondes. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, en tout cas pour l'utilisateur. eVirtual prépare son lancement commercial en France. Et donc, vous pouvez voir à peu près en quoi consiste la technologie. Et Quantique, qui permet donc également de mesurer le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la pression artérielle et la saturation pulsée en oxygène, a été testée. L'application a été testée par mon collègue à Las Vegas. Et donc sur la première mesure, le rythme cardiaque, Léo a obtenu un écart de 2 battements par minute par rapport à un oxymètre au doigt. Et peut-être pour vous resituer le contexte, pour la mesure au doigt, Léo portait son masque. Et pour la vidéo, évidemment, il ne portait pas de masque. Et donc, le résultat est plutôt prometteur. Pour le maintien à domicile, donc, il s'agit du maintien à domicile des populations fragiles, notamment des seniors. Donc, ça a été une actualité qu'on a retrouvée tout au long du salon. Il y a plusieurs sociétés qui sont venues proposer des innovations, dont Nodus, Cocoon, Unaid. Et nous, on va vous parler un peu plus de Jabi. Alors, vous allez voir exactement un visuel à l'écran. La start-up Jabi développe une application de soutien cognitif et à l'activité physique des seniors, donc à l'aide de jeux capables d'identifier les facultés cognitives en déclin et donc de proposer des jeux pour les entretenir. Et enfin, dernière tendance, c'est promis, je crois que j'ai tenu mes 4 minutes, Jérôme. Vous êtes en plein dedans. Super. Donc, dernière tendance sur laquelle je voulais revenir, c'est la chirurgie augmentée. Donc, ce n'est pas du tout une tendance qui émerge, mais c'est une tendance qui se confirme. Elle a marqué donc, le CES cette année et on a choisi, nous, de faire un petit focus sur une start-up qui s'appelle Surjar et qui développe un système de réalité augmentée permettant d'améliorer la vision des tumeurs et des organes pendant les chirurgies mini-invasives. Alors concrètement, c'est fait grâce à un scanner ou à un IRM réalisé au préalable. La jeune pousse a été fondée par le docteur Nicolas Bourdel, il est PUPH au CHU de Clermont-Ferrand et elle vise un marquage CE et une certification de la FDA fin 2022 ou début 2023 pour les tumeurs de l'utérus d'abord, puis du foie et du rein. J'ai fini. Très bien, Vassigna, bravo une nouvelle fois. Est-ce que Fabrice, toutes ces innovations vous inspirent ou vous inspirent peut-être un commentaire ? Ah oui, non, mais ça montre la richesse de l'écosystème français. Et puis, ce qui est important, c'est de voir la participation de plus en plus des cliniciens de l'idée au développement, qu'il soit technologique ou clinique. Et ça, c'est quelque chose qui commence finalement à apparaître, puisqu'on n'est pas formé en médecine à la e-santé, on n'est pas formé à ces technologies. Il y a pourtant une grande demande des étudiants, des internes, etc. Et qu'est-ce que l'on observe finalement, les jeunes se forment eux-mêmes comme ils peuvent. Alors on a maintenant même déjà des externes en 5e année de médecine qui ont des start-up, qui commencent à faire déjà, à travailler, mais qui font ça en plus de leurs études, alors qu'il serait tellement plus intéressant pour l'écosystème et même pour le pays d'avoir une formation dans la formation initiale à ce type d'approche. Donc la première chose, c'est l'idée, c'est effectivement lancer les développements, mais il y a aussi, et on en reparlera probablement, l'évaluation clinique de cela. Parce que quand quelque chose fonctionne vraiment, on peut même aller à des recommandations internationales. Et ça, c'est ce que l'on termine avec le groupe européen, la Société savante européenne de cancérologie. On va éditer dans un mois des recommandations mondiales pour la télésurveillance. Quels outils ? Comment ils doivent fonctionner ? Pour quels malades ? Là, ça change tout parce qu'on n'est plus sur j'utilise pas tel ou tel outil. Ça rentre dans la norme, ça rentre dans l'obligation de moyens. Et si on a des outils parmi ceux-là qui sont incontournables, qui cliniquement apportent un élément favorable, il n'y a pas de raison qu'eux aussi ne bénéficient pas de ces recommandations. Comme on fait des recommandations pour les traitements, on fera des recommandations pour les dispositifs médicaux. Donc c'est important, c'est cette création avec le médical et bien sûr toujours avec les patients au centre. Parce que s'il n'y a pas de patients dans cette création d'outils, c'est vrai que ça complique un peu. Puis en termes de légitimité vis-à-vis des prescripteurs et des patients eux-mêmes, c'est difficile. Mais là, clairement, on a une richesse formidable. Enfin, si on arrive à exploiter toutes ces bonnes idées, il n'y a pas de raison, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, que la France ne soit pas leader dans le domaine. Et donc, avant de passer la parole à Damien, comme vous l'avez dit, Vassigna, on peut retrouver sur TIC Pharma. Je pense également à notre ami Rémi Teston, qui est le dirigeant de Buzz e-santé, qui est un influenceur également sur la e-santé, qui est très reconnu et qui a fait donc un très bel article sur les tendances en 2 volets que je vous invite à regarder. Alors Damien, en préparant cette table ronde, on sait très bien qu'en 3 heures, 3 heures et demie d'émission, on ne peut pas passer peut-être les 2 jours que tu es estimé pour parler de toutes les tendances, mais tu nous as donc proposé de faire une note de synthèse de ces grandes tendances que les gens
pourront bien sûr, les participants qui nous regardent, alors c'est vrai que je l'ai peu dit depuis le début, mais n'oubliez pas le hashtag e-santé 2022 sur tous les propos qui sont tenus par les intervenants. Le but, c'est vraiment de développer cette interactivité. Est-ce que Damien, donc, tu peux nous offrir, entre guillemets, ta vision par rapport à ces grandes tendances, des choses que tu fais au quotidien auprès des clients en essayant de trouver les bonnes technologies par rapport aux besoins pour pouvoir adresser notamment ces solutions de e-santé. Oui, merci beaucoup Jérôme. Déjà, je suis ravi d'être là avec vous pour parler des grandes tendances. Et effectivement, il y a quelques années peut-être, on pourrait résumer ces grandes tendances en une vingtaine de minutes. Et là, on rentre vraiment dans une ère où les solutions sont de plus en plus concrètes, on en a de plus en plus. Et du coup, 20 minutes, c'est un peu compliqué pour résumer les différentes tendances. Et c'est pourquoi on vous a fait un petit peu une note de synthèse des différentes tendances que l'on a identifiées pour cette année 2022. Elles sont au nombre de 5. Et l'important, c'est de savoir que cette note de synthèse qui est assez conséquente parce qu'il y a beaucoup de solutions et qu'on voulait montrer aussi beaucoup d'exemples concrets et qui vont aussi de pair avec les différentes solutions qui ont été présentées au CES de cette année. Cette note de synthèse, on a voulu qu'elle soit lisible par tout le monde, à la fois pour des gens qui découvraient le monde de la e-santé, mais aussi pour des gens qui voulaient se faire de la veille constante aussi et rechercher des informations qu'ils n'avaient pas. On revient également sur cette note sur les différents chantiers structurants de la e-santé que l'on a évoqués ce matin plus tôt avec nos différents intervenants. Et donc, comme je le disais, on en a identifié 5. Donc, l'intelligence artificielle dans un premier temps, avec beaucoup de levées de fonds qui ont été faites cette année. Je pense notamment à Hawkin, à Cardiologues, qui sont des boîtes reconnues dans l'intelligence artificielle. On a aussi également un mapping complet de l'ensemble des solutions d'intelligence artificielle dans le domaine des startups françaises, avec un article qui a été publié notamment sur MindHealth hier matin, où vous pourrez retrouver justement, je les mets dans la note, les différents niveaux d'investissement de chaque société, qu'on voit actuellement à l'écran. Pour le mapping des solutions. Ensuite, on a une tendance forte, comme le disait le professeur Fabrice Denis, sur toutes les solutions de thérapie digitale, donc qu'on appelle aussi DTX, avec des modèles de remboursement maintenant qui sont là, tout simplement, qu'on n'avait pas il y a quelques années et qui commencent, on peut juger maintenant de leur efficacité. Les instances sont jugées de leur efficacité parce qu'elles sont maintenant remboursées. Un domaine particulier, c'est la santé mentale aussi dans les thérapies digitales qui a fait un grand bond, 2022, un grand bond parce que surtout lié à la crise du Covid, parce que la crise du Covid a exacerbé certains problèmes ou comportements sur la santé mentale et du coup de nombreuses solutions. Et donc il y a des solutions de thérapie digitale, mais aussi des chatbots beaucoup de chatbots qui ont vu le jour, beaucoup de levées de fonds sur les chatbots. Et du coup, c'est dans cette note de synthèse, on les aborde, on les explique et on donne des exemples. Je crois qu'il y a aussi Resilize qui est également aussi à Paris Santé Campus, qui fait partie de ces solutions. Qui est intégré aussi dans la note de synthèse. Ouais. Le but vraiment de la note, c'est d'apporter un maximum d'exemples concrets pour que les gens, et qui sont aussi actuels avec des levées de fonds qui sont récentes. Ensuite, on a évidemment la tendance de la télésanté. Donc avec notamment l'émergence plus de la télésurveillance qui est maintenant encadrée par le PLFSS et une nouvelle tendance dans cette tendance qu'on a appelée la télésurveillance discrète, c'est-à-dire que maintenant les différents devices se fondent dans le décor. Ce ne sont plus des objets qu'on va porter, des montres, des bagues ou des choses qui sont peut-être un peu intrusifs. Mais plutôt des choses qui vont se fondre dans le décor. Là, je pense notamment au tapis de bain qui a été présenté au CES de Barracoda. Donc là, c'est un tapis de bain, vous marchez dessus, ça enregistre automatiquement et ça permet de vous prévenir. Il y a aussi une technologie que j'ai découvert aussi au CES qui est une ampoule connectée. Donc là, c'est une ambition, ça reste conceptuel, mais l'idée, c'est qu'il y ait une ampoule qui soit justement dans votre appartement, dans votre maison, qui puisse mesurer vos constantes à toute heure, à tout moment de la journée et derrière vous permettre de suivre et d'être alerté. Parce que c'est aussi ça le concept de la télésurveillance. Je crois que vous avez aussi une tendance qui a été mise en avant, c'est les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, l'an dernier, comme l'a dit Vassilien. J'y venais, c'est ça, avec justement notamment la présence de Dassault Systèmes au CES qui a présenté... qui était là surtout pour présenter un petit peu le concept des jumeaux numériques. Il n'y a pas encore de solution très concrète, mais c'est quelque chose qui va arriver sous peu, et notamment avec 2 jumeaux numériques, les jumeaux numériques sur le cerveau et sur le cœur, qui, pour les deux, sont surtout là pour
pour aider les chirurgiens à s'entraîner sur les chirurgies. Et enfin, on aborde un dernier point sur le métaverse. Donc, le grande fameux question, métaverse. le métaverse. Qu'est-ce que ça va apporter au monde de la santé avec les annonces de Mark Zuckerberg donc assez récentes. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Pour l'instant, ça reste très conceptuel, cette notion de métaverse. Le monde virtuel, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas Meta qui l'a inventé. Hein. On a beaucoup de mondes virtuels qui existent. Après, là, c'est des mondes virtuels immergés. Donc, ils vont apporter davantage de solutions. Donc, on peut pour l'instant imaginer que ça sera surtout des utilisations en termes de formation, donc des formations en immersion, mais il ne faudra surtout pas oublier de mettre le patient et le parcours de soins au centre vraiment de toutes ces attentions. Damien, merci d'abord pour le timing pour cette synthèse. On peut retrouver donc cette note de synthèse où ? Alors justement, cette note de synthèse, elle sera disponible sur le site web d'Interaction Healthcare dans la rubrique Actualité. Et vous avez un onglet pour télécharger cette note de synthèse. Elle n'est pas tout de suite présente, mais elle sera disponible à la fin de la conférence. Donc je vous invite à la télécharger et je vous souhaite une bonne lecture. Pour que tout le monde reste avec nous. Merci Damien pour le travail. Et puis vous retrouverez bien sûr cette note également, tous les liens sur les différentes startups. Tout est référencé, il y a tous les liens, donc n'hésitez pas pour compléter.